à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement intéressant puisque j'ai envie d'évoquer la place de l'événementiel dans une stratégie de marque. Alors vous savez que je suis passionnée d'événementiel et je trouve qu'aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment la mesure et l'importance que l'événementiel mériterait globalement. On a un peu l'impression de parler d'événements sur son côté convivial, sympathique, festif. Et pourtant, l'événement a un véritable impact dans l'univers des marques pour leurs liens avec leurs utilisateurs, leurs clients. L'événement, c'est le rendez-vous, le seul moment, contrairement à d'autres médias, c'est vraiment le seul moment où la marque va faire vivre sa propre expérience à son client. Donc aujourd'hui, on va parler expérience de marque et j'en discutais il y a peu de temps avec une consoeur dont j'ai trouvé l'approche plutôt pertinente et inspirante. Donc j'ai voulu vous faire partager cette découverte. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurore Abécassis, qui est la fondatrice d'Acme. Bonjour Aurore. Bonjour Agathe. Alors, on en parlait effectivement ensemble il y a peu de temps. Je trouve que tu as une approche un peu particulière de cette question de l'expérience de marque. Donc, tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Mais ce qui m'intéressait, c'est que tu nous racontes aussi Acme. Tu as monté cette agence événementielle donc, fin 2019. Ouais. On sait que ce n'était pas une période très facile. Voilà, ouais. une période Covid qui est arrivée, un univers des agences qui est quand même assez obstrué, il y a beaucoup d'offres. Et pourtant, aujourd'hui, tu accompagnes des marques comme Chanel, Ami, plusieurs maisons de chez LVMH comme Tag Heuer, l'UNICEF. Comment tu as fait ? Ouais, c'est vrai que pour être honnête, je m'en étonne encore. Non pas parce que je ne sais pas pourquoi on fait ça et je ne sais pas quelle est notre valeur, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit, je tente quelque chose, mais je ne sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Et puis peut-être qu'on sera encore 3 dans 3 ans, et ça aurait été très bien, parce que ça voulait dire qu'on serait très efficace. Aujourd'hui, on est plutôt 20, donc on est moins efficace que si on était 3, mais ça veut dire quand même que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on a des clients dont on est hyper fiers. Donc voilà, comment on a fait ? En fait, moi, je venais du conseil en strat, et j'ai voulu allier le conseil en strat avec ma passion de l'expérience et des émotions multisensorielles qu'on peut ressentir. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de partir avec mes méthodes du conseil, j'ai envie de prendre ma sensibilité aux expériences et de créer quelque chose. Et ça a donné Acme qui a pour vocation de faire vivre les marques et de donner vie aux marques et de créer des expériences de marque. D'accord. Et pourquoi ce nom ? Alors, Acme, en fait, ça vient du grec, ça signifie apogée, mais c'est aussi dans la langue française. Et j'ai découvert ce terme quand j'étais en Cagne, parce que je suis cagneuse BL de formation. Et donc, dans l'univers du théâtre, c'est très utilisé pour signifier le clou du spectacle. D'accord. Voilà. Et donc, ça me parlait parce que je trouvais que j'avais envie de pas avoir c'est pas prétentieux, mais j'ai envie de faire vivre ce clou du spectacle, ce moment incroyable pour les marques. Et ce qui t'a inspiré, ce que tu me racontais, c'est qu'effectivement, à l'époque, quand tu travaillais dans ce cabinet de conseil, c'était les moments qu'ils vous proposaient où justement vous viviez les événements qui t'a donné un peu cette envie de retranscrire ça. Oui, c'est vrai que Bain, pour ne pas le nommer, où j'étais, était extrêmement fort et l'est toujours pour l'expérience collaborateur. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, et maintenant, on n'est plus sur les expériences de marque avec des influenceurs, des clients, etc. Mais je l'ai apprivoisé en tant que collaborateur. Et c'est vrai que, en fait, Bain était très fort, et HEC aussi, je dois dire, pour créer cette affectio societatis. Et l'affectio societatis, c'est quoi ? C'est le fait de réussir à rassembler des personnes autour d'une marque, autour d'un univers, et de se dire, à la vie, à la mort, je vais me battre pour cette maison. Et c'est vrai que mon école a fait ça, Bain a fait ça, parce que ils ont réussi à créer des moments hors du temps, des capsules où vraiment uniquement les personnes qui en font partie les vivent. D'accord. Et voilà, et c'est ça qui fait la chose exceptionnelle, et c'est mon but aussi, c'est de créer ça. D'accord, c'est de retranscrire, de recréer ces fameuses expériences de marque et qui, au final, ce que je disais en introduction, ne sont viables vraiment qu'à travers l'événementiel. Quelque part, c'est cet événement-là qui crée ça. Oui, le résultat, c'est l'événementiel, mais c'est vrai qu'on ouvre un peu nos chakras. On a commencé par la lorgnette de l'événementiel. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a de la com, il y a des RP, il y a du brand content, enfin, il y a énormément de choses. Et l'événementiel, on va dire que c'est l'accomplissement opérationnel de toute une réflexion qui peut avoir lieu. D'accord. Donc, on va parler de cette réflexion, puisque le titre de l'épisode, justement, c'est « Comment créer une expérience de marque ». Donc, comment ça se passe ? Moi, je suis une agence événementielle, je reçois un brief.
je me dis, bon, bah voilà, je réfléchis et c'est ça le concept. Vous travaillez comme ça ou pas? Tu veux dire une agence classique, c'est ce qu'ils font. D'accord. Donc nous, alors j'avoue que je connais mal les agences événementielles pour être honnête, parce que je ne viens pas de là. Donc nous, on fait un peu à notre sauce. Et notre sauce, elle est très inspirée du conseil en strat et aussi des univers un peu philosophiques, littéraires. C'est vrai que Acme, ce qui est un peu rigolo, c'est que on a un melting pot de banquiers en M&A, de banquiers d'affaires, de consultants, de grands littéraires, d'artistes. Et j'ai envie de dire que c'est presque un mouvement, quoi. Et donc, quand on reçoit un brief, nous, on va se mettre tous autour de la table. Enfin, pas tout le monde, sinon c'est peut-être pour ça qu'on est 20. On essaie d'être un peu efficace, mais disons qu'on a toute une team de planning strat qui est dédiée. Mais cette team de planning strat, elle est originale parce qu'il y a plein de profils différents. Et on va faire En fait, on a toute une méthodologie où on a pour objectif non pas de proposer un brief, enfin de proposer un pitch créatif, mais vraiment de faire accoucher le client. Comme en conseil, on accouche, entre guillemets, un client, chez Acme, on va accoucher un client pour comprendre vraiment son intention, qu'est-ce qui réside derrière cette demande d'événement. Et on va dire, en fait, si vous, votre objectif, c'est uniquement opérationnel et logistique, c'est pas pour nous. Donc, en fait, on n'est pas le bon interlocuteur, quoi. D'accord. Donc, c'est ce que vous appelez l'étape de scan. Voilà, ah oui, le scan, focus, act. Voilà. Le scan, c'est vraiment ce côté... on va itérer avec toutes les parties prenantes et c'est vrai qu'on demande aussi à bien échanger avec toutes les parties prenantes et pas uniquement la personne qui va être dans l'exécution. Parce que finalement, les demandes, généralement, elles sont issues d'une vraie ambition stratégique qui parfois devient logistique, mais l'idée, c'est de remonter à ça. D'accord. Donc, c'est de challenger même le pourquoi de faire un événement, en fait. Au-delà de répondre au brief, c'est de remonter à la source, comprendre quelle est la substantifique moelle de cet événement, pourquoi il doit avoir lieu, pour après avoir la bonne réponse. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis parce que c'est nouveau chez Acme, mais maintenant, on a décidé de se positionner sur la partie conseil, un peu en résonance avec ce que tu dis, c'est que on va pouvoir juste être conseil de notre client en disant est-ce qu'il faut faire cet événement, oui ou non, déjà. Et ensuite, on peut vous accompagner sur la réflexion globale de la communication, de l'événementialisation de votre année. Et donc, peut-être qu'on va vous dire, finalement, faites 2 fois moins d'événements. Et ensuite, peut-être qu'on ne vous accompagne pas sur l'opérationnalisation, mais juste on est ce conseil un peu externe qui va réfléchir avec vous à quand est-ce qu'on le fait, pourquoi on le fait, quels sont les messages qu'on veut passer. OK. Et donc, vous avez une approche qui est un peu en entonnoir, de se dire, on challenge, on scanne, et après, on arrive à un concept créatif qui, quelque part, au final, est la réponse logique à ce que vous avez analysé en amont, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que le concept, à la fin, ce ne soit pas la bonne idée au hasard parce que c'est dans l'air du temps ou parce qu'on l'a croisé je ne sais où, qui peut être très cool. Hein, mais il faut vraiment que cette idée, elle découle d'un vrai raisonnement et d'une vraie logique. Et donc, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que, par exemple, là, on travaille pour une marque pour créer un événement influenceur et on nous dit, on veut que ce soit... on veut 2-3 jours de voyage pour ces influenceurs et on veut que ce voyage dégage quelque chose autour de cette crème, qui est une crème de trentenaire, de femmes actives, etc. Et donc, du coup, on nous disait ça peut être à Copenhague, à Londres. Voilà. Et donc, en fait, je disais, attendez, il faut peut-être qu'on se demande, pour trouver la ville, en fait, c'est... Oui, il faut que ce soit une ville trendy, etc. Mais in fine, qu'est-ce qu'on veut dégager ? Cette ville, on veut qu'elle soit une ville où la femme est active, on veut que ce soit une ville urbaine, on veut que ce soit tous ces éléments-là. Et en fait, tout ça va nous amener à 3-4 villes, alors que si on n'avait pas fait tout ce travail, en fait, on aurait des milliers de villes possibles, quoi. Et voilà, l'idée, c'est pas est-ce que c'est cher, pas cher, ça, c'est vraiment en réponse à un besoin stratégique. D'accord, donc on définit le concept. Et après, qu'est-ce qui se passe le jour J ? Parce que vous avez aussi une approche de... Comment on va embarquer dans cette expérience de marque ? Comment elle se réalise, en fait, le jour J ? Alors, effectivement, nous, il y a quelque chose qui est important pour nous aussi, c'est le project management. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des beaux mood boards. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment... Nous, on a des univers très esthétiques, c'est très important pour nous. Mais ensuite, il faut que ces univers esthétiques ils soient réalisables. Et donc, on a ce project management qui, je pense, est très distinctif par rapport aux autres agences parce que ce côté conseil, il va faire que nous, quand on va maintenir un projet, on va vraiment c'est nous qui tenons le stylo et donc on va suivre tous les sujets pour faire en sorte que tout soit opérationnalisable et que ce ne soit pas juste beau sur le papier. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, du coup, on l'exécute. Et je peux vous parler du dernier qu'on a réalisé la semaine dernière, qui était pour Chanel. Et c'est vrai que j'étais très émue.
devant cet événement parce que pour la première fois, je me suis dit, waouh, mon équipe est solide. Déjà, moi, je suis arrivée, j'avais été là au début, mais je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je m'étais dit, je vais les jeter dans le bain et on va voir ce qu'ils font, mon équipe, sans moi. Et en fait, ils m'ont impressionnée. Je suis arrivée et effectivement, ce qu'ils ont exécuté était en phase avec les slides que moi, j'avais proposés au début avec l'équipe créative. D'accord. Et voilà, cette opérationnalisation et cette exécution sans compromis, voilà, elle est très importante chez Acme. Donc ça, c'est vraiment la partie terrain. Et ce que tu me disais, c'est qu'il y avait un sujet sur le côté sensoriel aussi, dans la réflexion que vous avez, d'avoir une approche vraiment à 360 degrés sur qu'est-ce que va vivre le participant, puisque cette expérience de marque, c'est qu'est-ce que moi, client de cette marque-là, je perçois aussi quand je viens à cet événement-là. Exactement. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une expérience consommateur qui soit designée chaque minute et chaque mètre pour qu'il n'y ait rien qui soit laissé au hasard de la même manière. Donc, pour pouvoir faire ça, la question, c'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter ? Et donc, si on veut raconter cette histoire, comment on met, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour raconter cette histoire ? Et donc, c'est pas, il y a un cocktail parce que c'est sympa, il y a un DJ set parce que c'est aussi sympa, etc. C'est en fait, il y a un cocktail qui répond à tel enjeu avec la volonté de transmettre telle idée, et le cocktail va le refléter. Le DJ set de la même manière, etc. Donc, en fait, tout raconte une histoire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important et du coup, tout est mis en œuvre pour ça. Et donc, c'est pas, ce que je comprends, c'est que votre approche, elle est quand même assez subtile. Le fait de vivre une marque, c'est pas parce qu'il y a des gros logos de la marque partout qu'on est dans cette marque-là, quoi. C'est pas que ça. C'est vrai que je me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'est un client qui nous disait que notre rôle aussi, c'était de transmettre l'imaginaire de la marque de façon subtile. C'est-à-dire qu'on va pas écrire... tu le disais, par exemple, Tagueilleur qu'on a comme client, on ne va pas écrire en énorme Tagueilleur. Pour faire ressentir la marque, on va emmener le client. Par exemple, on avait fait un événement pour les 250 meilleurs clients de Tagueilleur. On les a emmenés dans un hôtel qui avait un sens avec l'univers de la marque. C'est une marque qui est dans l'univers du golf, dans l'univers des Porsche, enfin voilà, tout cet univers assez sportif. Donc on les a emmenés dans un hôtel qui est reconnu pour son golf. On les a emmenés faire du karting. Voilà. Et en fait, du coup, les participants ressentaient du Tagueilleur partout, mais c'était écrit nulle part. D'accord. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est ce que nos clients reconnaissent aussi. Ce côté, on ressent la marque de façon subtile, et puis on la ressent, on la sent, on la goûte, on la vit. Enfin, voilà, c'est important, ça aussi. Est-ce que vous avez un exemple là récent d'un événement que tu as produit avec ton équipe qui montre un peu justement une expérience de marque assez représentative? Oui, je parlais de Tagueilleur, donc ça en est un exemple, mais je peux vous reparler de Chanel, par exemple, qui était la semaine dernière. Donc là, par exemple, Chanel nous avait dit, moi, je veux communiquer un peu cette ambiance de La Pausa, qui était la maison de Chanel dans le sud de la France. D'accord. Et donc, je veux faire un événement autour de ça, mais c'est... dans nos locaux, donc c'est un endroit que les participants connaissent parfaitement bien, et donc l'idée c'est de transfigurer ces locaux pour qu'ils ne les reconnaissent pas. Donc c'est un gros challenge quand les gens voient des locaux H24. Donc voilà. Et donc pour retranscrire cet univers de La Pausa, en fait on l'a divisé en deux. Il y avait 2 étages. Et donc le premier étage, l'idée c'était on va recréer l'univers du sud de la France avec des étals de marché. Le vendeur de pastis, le vendeur d'olives, le vendeur d'huile d'olive, et aussi le coin de la lavande. Donc les participants pouvaient venir et aller dans une salle où ils pouvaient créer des petits sachets de lavande pour remporter chez eux. Et ce qui était sympa, c'est que vous rentriez dans cette pièce, donc ça sentait la lavande, il y avait le bruit des grillons, tout était dans l'univers de la lavande. Donc en fait, tous vos sens étaient en éveil autour de la lavande. Et pareil pour le stand d'olives, pareil pour le stand de pastis, enfin voilà. Et donc je pense que ça, c'était une façon de sentir en fait la pausa de toutes les manières possibles. Et ensuite, vous alliez dans le 2e étage, et là, c'était Chanel au large. Donc c'est Chanel qui prend le large, et donc l'idée, c'était de reconstituer un bateau. Donc quand vous rentriez, vous étiez comme dans un voilier avec le DJ set devant les voiles, et puis vous aviez des bars dans tous les sens avec... comme si vous étiez au bord de la plage avec des filets de pêche accrochés, les bars qui étaient en bois, les barman qui étaient aussi avec des vêtements un peu particuliers. Enfin voilà. Et donc l'idée, c'est que tout ça faisait ressentir en fait ce côté Chanel au large, parce que dans chaque micro détail, en fait, on ressentait en fait cette atmosphère-là. D'accord. Dans les 2 étages. Donc c'est creuser le concept vraiment dans les moindres détails.
qui soit même sensoriel pour ressentir, jusqu'à voir, ce goûter. qu'on voit, mange, entend, ressent. Ouais. Et qui sert l'histoire, en fait, qui n'est pas juste un prétexte c'est pas juste c'est pas de l'esthétisme, c'est pas de l'art pour l'art, quoi. C'est l'art pour transmettre un message, pour dire, bah voilà, Chanel, c'est aussi... Enfin, je veux pas m'approprier ce que voulait communiquer Chanel, en l'occurrence, mais je pense que c'est cette exigence, cet esthétisme, et aussi ce côté, on a envie de vous faire voyager. Aujourd'hui, on a des contraintes écologiques, on peut pas vous faire prendre l'avion, le bus, le bateau, etc. pendant des heures, parce que c'est pas vraiment d'actualité, mais on vous redépayse, on vous remet dans cette situation comme si vous aviez fait tout ce trajet, mais en bas de chez vous. C'est aussi ça. D'accord. Donc ça, c'est l'acmé de l'événement. Oui. Et du coup, dans l'expérience de marque, il n'y a pas que ce qui se passe le jour J, il y a ce qui se passe avant et après aussi. Oui, c'est vrai que alors c'est notre triptyque, l'acmé, qui est précédé du FOMO et du halo. Donc, si je refais l'historique, donc c'est le FOMO, l'acmé et le halo. Le FOMO effect, donc qui vient du fear of missing out, c'est le côté, on va faire toute une communication, tout un plan de com bien en amont pour donner envie, déjà pour faire connaître l'événement, ensuite pour donner envie aux gens de participer, ensuite potentiellement pour faire venir des gens qui n'étaient pas prévus initialement. Donc, il y a tout ce sourcing, ce management du CRM, enfin, ça peut être plus ou moins poussé. Et aussi ce plan ces contenus. On va fournir des contenus de communication pour qu'au bon moment, parce qu'on a toute une technique et une méthode, pour qu'on vous envoie les messages au bon moment, que les messages soient wordés pour que ça donne envie aux gens de venir avec telle ou telle image. Enfin voilà. Et effectivement, on l'a vu, on le calcule, ça maximise énormément le taux de présence. D'accord. Et ensuite, le halo effect. Donc pareil, on a des méthodes et des techniques pour faire en sorte que l'événement ne retombe pas comme un soufflet, mais qu'il y ait un accompagnement post-événement et même un accompagnement jusqu'au prochain événement. Et donc voilà, comme ça, le participant se sent complètement accompagné et a envie de... Tout comme le jour de l'événement, il passe de surprise en surprise et il découvre des choses. Là, de la même manière, après l'événement, on lui dit « Suis-nous parce que tu vas voir, on va continuer à te surprendre. » D'accord. Et je trouve que ce que tu racontes, effectivement, cette conception un peu en triptyque, je trouve que ça milite, justement, par rapport au point que je veux un peu défendre aujourd'hui, de se dire, l'événementiel aujourd'hui, il y a son côté ponctuel, bien évidemment, mais il se passe des choses avant, il se passe des choses après, c'est l'accompagnement, c'est la communication qu'on fait avec son client ou son prospect, et quelque part, ça rentre aussi dans une conception 360. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, de se dire, voilà, l'événementiel, au-dessus, il y a la com, mais en fait, il y a tous les autres services de l'entreprise qui, au final, doivent être mis au service de cet événement et que tout ça fonctionne un peu en même temps. Vous, c'est ce que vous essayez de faire comprendre aussi à vos clients, quoi. Et c'est vrai que pour aller dans ton sens, c'est assez marrant parce que depuis la rentrée, on s'est dit, en fait, maintenant on est 20, on est hyper nombreux, on a des coûts de structure, donc on peut plus se permettre de faire des événements one-shot, en fait. Financièrement, ça ne fonctionne pas. Et donc on va se positionner sur des accompagnements long terme. Donc, c'est des accompagnements annuels, mais donc s'il y a accompagnement annuel, finalement, ce n'est pas simplement on va faire 5 fois l'événement. C'est en fait sur une ampleur plus significative. Donc, ça veut dire que non seulement on va avoir un suivi sur les événements et ce n'est pas un first shot et un second shot qui n'a rien à voir et il n'y a pas de suivi. On a un plan de communication d'événements, mais aussi un plan de communication sur les newsletters, les informations, le social media, tout ce qu'on veut communiquer. Et du coup, on en vient à arriver à la stratégie de communication de la boîte. En fait, et ça, c'est super intéressant. Et c'est une découverte parce que mon problème, c'était comment je fais pour arrêter de faire du one-shot et pour trouver de la récurrence et pour avoir une ampleur plus significative aussi parce que, bon, c'est plus intéressant. Et en fait, la solution, c'est ça. On devient partenaire d'un client pour réfléchir avec lui à cette communication globale et annuelle. Mais c'est une problématique que les agences de l'événement militent aussi de leur côté, puisque ce côté appel d'offres à répétition, ça ne permet pas, et effectivement à l'annonceur, à l'entreprise, de prendre le temps de partager toute cette stratégie quand ils interrogent 3 à 5 agences. En général, il y a un brief écrit. Non, on va éviter, mais déjà, 3 à 5, c'est déjà beaucoup de se dire... le brief se limite à un brief écrit, parfois un brief où on fait venir toutes les agences, donc bien évidemment, ça reste au final très logistique, très carré sur on a tel message à faire passer et voilà notre cible, mais ça se limite à ça, il n'y a pas de vision d'ensemble sur la marque. Donc je trouve que c'est d'autant plus difficile pour les agences aussi d'être force de proposition, de trouver les bonnes histoires à raconter qui sont logiques par rapport à cette marque-là. Et si on arrivait
à avoir cet accompagnement sur des contrats cadres comme ça sur plusieurs années. Ça permettrait aux agences d'écrire l'histoire au final avec les clients, avec les entreprises et une agence qui est identique pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, elle est aussi capable de se renouveler. Enfin, je pense que tu vas me dire. Mais... Je parlais avec des clients de chez LVMH à midi. Et en fait, ils me disaient, nous, on a des partenaires agences de 2-3 ans. Le problème avec ces partenariats-là, c'est que les agences, elles peuvent un peu s'asseoir sur ce qu'elles connaissent déjà et ne pas se renouveler parce qu'elles savent qu'elles ont ce partenariat. Et puis, par ailleurs, elles peuvent mettre des teams moins pertinentes, moins créatives, etc. Donc, je pense qu'il y a un devoir d'exigence aussi de notre part, c'est-à-dire qu'il faut se dire intellectuellement et éthiquement, si j'ai un partenariat avec un client, je me dois de le remercier aussi pour ça et de lui fournir un vrai niveau de rendu. Et c'est pas parce que je suis assurée que j'ai 2-3 ans que du coup, je me repose sur mes lauriers. Et je pense que elles sont un peu échaudées par ça, en tout cas, c'est ce que me disait le client. Tant mieux pour moi aussi, hein. Moi je suis nouvelle, donc tant mieux s'il y a du mouvement, mais c'est vrai que l'idée c'est d'avoir des relations plus long terme, où on se fait confiance mutuellement, donc à la fois on se fait moins maltraiter, parce que parfois l'ancien monde maltraite un peu, Tout à fait. et nous considère comme un prestataire, donc il faut arrêter avec ça je pense. Essayons d'être dans ce partenariat mutuel, où on se fait confiance mutuellement, on se fait respecter, on ne fait pas travailler pour rien, et en même temps dès qu'on nous demande de travailler, là on met le paquet. Et là, on est créatif. Et moi, ce que j'entendais tout à l'heure avec LVMH, c'est que parfois, ça manquait de créativité, du coup. Mais je pense que peut-être il fallait revoir un peu le partenariat. C'est un mode de fonctionnement qui est pas encore très abouti. Il y a certaines agences qui ont bien évidemment des contrats de marque. Moi, j'ai travaillé pour des agences qui avaient des contrats automobiles, qui avaient des contrats sur plusieurs années. Donc, la difficulté, c'est que dans le contrat intervient le fait d'avoir une équipe en place dans l'agence. Oui. Mais du coup, je comprends que ça peut aussi créer le fait que les équipes ronronnent aussi un peu et que ça nécessite de renouveler l'équipe, d'apporter des créatifs régulièrement pour écrire cette histoire un petit peu sur le long terme. Mais je pense que c'est un bon moyen aujourd'hui de valoriser l'événementiel parce que sur les stratégies de publicité, c'est aussi des contrats plus longs parce qu'on apprend à connaître la marque, on apprend à communiquer avec eux et l'événementiel est un acte de communication. Et pas juste de fait. Donc ça va dans ce sens-là. C'est un vrai atout, et puis c'est ce qu'on se disait à midi, hein, c'est un vrai atout d'avoir un suivi. C'est évident, comprendre une marque, la connaître, ça prend énormément de temps. C'est quand même très frustrant de s'arrêter à un one-shot. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être de revoir un peu ces partenariats en disant à la fois, il y a l'assurance de la créativité, mais en même temps, on bénéficie du fait qu'on se connaisse et qu'on peut capitaliser là-dessus. Et qu'on arrive à toujours créer des choses avant-gardistes tout en se connaissant bien et donc en ayant bien compris l'ADN. Et en même temps, en ayant cette vision, parce qu'on parle beaucoup du marketing qui, eux, travaillent sur des plans marketing, qui ont un espèce de funnel, c'est pas un espèce, hein, c'est un funnel de suivi des clients pour dire par quelle étape ils sont, où est-ce qu'on les accompagne. Et sur l'événementiel, on n'a pas cette espèce d'accompagnement et ce funnel d'expérience, de se dire mon client, il est venu à tel événement, donc du coup, il a vécu ça. Donc dans 2 mois, je vais lui faire une piqûre de rappel. Je vais peut-être lui proposer un autre format, un webinar ou une autre expérience plus spécifique. Et le fait d'avoir cet accompagnement, je pense, sur le long terme, ça milite aussi pour un côté plus héroïste des événements parce qu'on va mieux comprendre, mieux suivre les clients et de se dire, la personne a suivi 4 événements et après, elle a signé un contrat parce qu'elle a eu ce lien avec la marque et on est capable d'identifier que sur le long terme, cette personne, on l'a accompagnée à travers une expérience de marque qui s'est déclinée. Mais pour ça, il faut avoir des experts qui accompagnent. Et ce message-là, est-ce que toi, par rapport au fait que tu vas vers tes clients pour proposer ça, c'est quelque chose qui sont en capacité d'entendre et qui sont intéressés de mettre en place ce genre de collaboration ? Ouais, je trouve que c'est de plus en plus ce qui est demandé. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on nous dit attention, moi, si je fais un événement, il faut que ça ait un lien avec, si j'y vais un peu franco, le chiffre d'affaires, les commerciaux, en fait. Et c'est complètement ce que tu dis. Ce côté, en fait, en marketing, on va suivre... Enfin, c'est bien que le marketing s'imbrique avec les commerciaux,
parce que, en fait, du coup, les événements qu'on fait ou les actions marketing qu'on fait sont en lien avec les commerciaux. Et donc, les événements sont beaucoup plus héroïstes, comme tu dis, parce qu'ils vont servir de façon directe les besoins des commerciaux pour les clients ou pour les prospects. Et ça, on nous demande énormément. Là, il y a des boîtes de retail qui fêtent leurs 20 ans, 50 ans. Et à cette occasion-là, je ne sais pas pourquoi, elles nous demandent toutes des roadshows, mais c'est la mode. Je pense aussi parce que tout le monde a besoin d'être un peu en local. Et donc, dans ces roadshows, on nous dit, voilà, on va se connecter avec la team marketing, la team commerciale, pour voir, en fait, concrètement en local, on a besoin de parler avec qui on a besoin de se connecter, et pour suivre un peu, du coup, comme tu dis, la vie du client, quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et nous, on gagne des parts de marché et on arrive bien à se positionner sur ces sujets-là parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus héroïste. Oui, ça vient apporter une logique à qu'est-ce que peut vraiment faire l'événement au service d'une entreprise au-delà du côté festif. Oui. Ce que tu disais par rapport au risque tout à l'heure d'avoir un client comme ça sur le long terme et de ne pas perdre sa créativité. Oui. Vous, je crois que la créativité, c'est un vrai sujet. Comment, justement, toi, et j'imagine tes équipes aussi, vous faites pour renouveler, pour vous inspirer au quotidien ? Alors, on n'a jamais fini de s'inspirer. Et c'est vrai que ça fait partie du motto de Acme d'être dans l'inspiration, la créativité, l'esthétisme et toujours se renouveler. Donc, on ne propose jamais 2 fois le même concept. Moi, à titre personnel, je ne vais jamais 2 fois dans le même restaurant. Normalement, j'essaye. Parfois, au bout d'un moment, je n'ai pas envie non plus de traverser tout Paris, mais c'est un peu mon motto, en tout cas pour le soir. À midi, je ne peux pas forcément, mais le soir. Donc l'idée, et d'ailleurs, on a mis en place chez Acme, pour les employés, ce côté... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le Acme Vibe ou le Acme, le cadeau Acme, quoi. C'est quand vous arrivez chez Acme, vous avez un cadeau qui est que chaque mois, vous pouvez... Acme vous offre une expérience pour que vous ayez la tester. Parce que l'objectif, c'est de pousser les employés à tester des expériences. Donc, on vous dit, on vous l'offre. Ça fait partie de votre package. Donc, chaque mois, vous testez une expérience et vous nous faites un feedback. Et vous nous dites si vous la recommanderiez à un client et dans quel contexte, etc. Comme ça nous nourrit. D'accord. Voilà. Donc, moi, je le fais à titre perso aussi. Donc, que ce soit des hôtels, des restaurants, mais aussi des tiers-lieux. Et alors, avant, j'allais aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Mais en tout cas, en France ou en local, j'essaye de le faire au maximum parce que j'aime le faire. Hein. Donc, c'est vraiment un divertissement. Et puis, par ailleurs, donc, au-delà de ces expériences que je vis, je vais essayer de beaucoup me renseigner, que ce soit dans les news. Je pense que je suis abonnée à toutes les newsletters possibles et imaginables. On fait beaucoup de veille sur tous les réseaux possibles. Et voilà, on a des gens qui sont dédiés, qui font ça 40% de leur temps chez Acme. Donc voilà, l'idée, c'est d'être toujours à la page. Mais surtout, on recrute des gens qui sont passionnés de ça. Et en fait, pour eux, ça leur coûte. C'est pas coûteux pour eux d'aller chercher. En fait, c'est pendant leur week-end, le soir, ils aiment aller découvrir des festivals, des concepts, etc. Et donc, ils arrivent le lundi matin plein d'idées. Et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on s'inspire. D'accord, donc beaucoup de curiosité et tester des choses. Ouais, tester. Les vivre, quoi, parce que c'est ce que je disais, c'est que sur le papier, il y a des choses qui sont bien, mais il faut que ce soit opérationnalisable, quoi. Et ça vient vous nourrir, en fait, votre créativité quotidiennement. Ouais. Et je pense que ce qui est important aussi chez Acme, c'est qu'on le fait dans plein d'univers différents. C'est-à-dire que, oui, on est dans un univers de la com, mais en fait, on va aller voir la mode, on va aller voir la tech, on va aller voir l'univers de la finance. En fait, tous ces univers-là nous inspirent parce que en fait, tout le monde regarde déjà la com. Donc, l'idée, c'est comment on s'inspire différemment par des univers aussi d'archi. Voilà. Et en fait, ça donne plein d'idées d'avoir ce nouveau prisme. D'accord. Donc, belle équipe, c'est ce que tu dis, vous êtes déjà 20. C'est quoi les projets pour la suite ? Alors là, on a de la chance, je touche du bois. Mais en septembre, là, on a énormément de projets. Donc ça, c'est chouette. Mon but, c'était que d'ici 2023, on signe le million. Bon, ça y est, on l'a eu en juillet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Merci. Et la bonne nouvelle incroyable, je ne m'y attendais pas, c'est qu'en septembre, en fait, on a des tonnes de propositions avec ce budget-là. Donc je touche du bois parce qu'on ne les a pas encore signés, mais en tout cas, on en a énormément dans le pipe et c'est une première pour nous. On n'avait jamais eu autant de gros projets comme ça. Et c'est des projets long terme. Donc, pour Acme, l'objectif, c'est de se focaliser sur ces énormes projets à 1 million parce que finalement, l'énergie mise pour 100 000 ou 1 million, elle est la même. Hein. Donc, autant essayer de... Et le 1 million, évidemment, c'est rarement du one-shot. C'est plus cet accompagnement sur l'année, 1 an, même 2 ans.
C'est ce vers quoi je m'étends. Et deuxième chose qu'on est en train de tester aujourd'hui même, parce qu'un client nous l'a demandé, c'est la partie conseil pur. Donc voilà, on peut vous accompagner uniquement sur du conseil en expérience de marque. Et un client nous l'a demandé tout à l'heure, donc ça fonctionne. Et donc ça aussi, c'est intéressant de le développer. Et puis on continue à recruter. Donc ça, c'est important toujours pour se renouveler, parce que en fait, c'est aussi un cercle vertueux. Plus on a de projets, plus on recrute, Il ne faut pas qu'on s'arrête en se disant « ouais, mais on ne sait pas », parce qu'on a été un peu frileux au début avec le Covid et tout ça. C'est normal. Voilà, là, l'idée, c'est de s'étendre. Et même si les marges sont moins bonnes, on teste plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et les clients sont assez curieux de ces tests parce qu'il y a peu d'agences qui font ça. Donc, c'est sympa de voir la réactivité aussi. Oui. Et comment tu vois, on a pas mal dans cet épisode parlé d'événementiel. Comment tu vois, toi, évoluer ce métier-là dans les années à venir et dans ta pratique aussi que tu fais vis-à-vis de tes clients? Je pense qu'il y a deux options pour l'événementiel. Ou bien c'est assez ubérisé. Et d'ailleurs, nous, on est rentré dans ce trap-là d'ubérisation, donc où on était un peu dos au mur. Donc, ubérisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on fait des choses un peu low cost, où on va juste trouver un lieu, un traiteur, etc., mais où il n'y a pas vraiment d'histoire. Et où, du coup, la valeur, elle est difficile à justifier, à part le temps qu'on a passé par rapport à notre client. Mais on l'a pas mal fait. Et en fait, à chaque fois, on nous challengeait énormément. Pourquoi est-ce que je dois payer Acme? Oui, c'est du temps. Oui, mais bon, moi aussi, j'aurais pu le faire. Oui, tu aurais pu le faire, mais je l'ai fait à ta place. Oui, mais, donc, c'est des discussions sans fin. Donc ça, on a essayé de sortir de là, même si ça a du sens aussi. Hein, c'est juste que moi, ça m'a éreinté. Et donc, l'autre option, c'est le côté très, très premium. Et c'est ce vers quoi on tend. Ce côté, expérience de marque très chiadée, unique. On va vous faire de la haute couture de l'événementiel. Vous le verrez nulle part ailleurs. Et c'est pour vous qu'on le fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même plus de sujet. En fait, on va vous créer une expérience de marque. On va vous raconter une histoire que personne d'autre vous aurait racontée. Et donc, moi, c'est comme ça que je visualise plus l'événementiel. Parce que sinon, on est complètement contourné. C'est assez compliqué. Et donc, c'est sur ce côté très, très développé. Avec, comme on se disait, de l'interconnexion avec d'autres univers aussi. En fait, c'est le côté événementiel grosse valeur ajoutée, l'événementiel complexe. Oui, mélangé à plein d'autres sujets au service des entreprises aussi, quoi. Très bien. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre échange et donc on va arriver aux questions un peu plus personnelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc là, on vient de parler de ta structure, hein, de ton parcours. On a parlé de la manière dont ça avait évolué. Aujourd'hui, tu as quand même une vingtaine de collaborateurs. Et pourtant, d'après ce que tu nous as dit, tu viens pas de ce milieu-là, pas de l'événementiel. Oui. Donc, comment tu as vécu ce basculement de dire j'ai une idée que j'aimerais créer une agence événementielle, mais en même temps, je ne l'ai pas vraiment fait. Comment tu as pris ce pas-là de dire ok, j'y vais, j'avance? Ouais. Ça, je pense que c'est un peu les entrepreneurs qui sont un peu inconscients, je dois dire. Je pense que c'était un peu de l'inconscience, de la témérité. Voilà, et je suis un peu tête brûlée de façon générale, mais je ne m'en rends pas compte. Hein, donc, en fait, je savais que quand j'étais en conseil, j'apprenais énormément de choses, mais je savais que mon épanouissement n'était pas... Je me disais, la vie, c'est pas possible, ça doit être un peu plus... Ça doit plus mériter d'être vécu. Et donc, j'ai passé 4 mois à prendre un café par jour avec une personne différente, d'univers très différent. Justement, en me disant, je vais tester ma curiosité pour voir où est-ce qu'elle va. Parce qu'en fait, en conseil, c'était génial, mais je savais même plus ce que j'aimais. Donc, je savais tout faire, mais in fine, qu'est-ce qui me rendait heureuse? Je ne savais plus. Je me disais un jour, peut-être que faire des slides, ça me rend heureuse. Non, faire des Excel, non. Mais alors, j'aime quand même vraiment beaucoup aller au resto. Et voilà, je ne savais plus. Et donc, un café par jour, vraiment, m'a ouvert les chakras. Et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me rendre à l'évidence. En fait, même si les injonctions étaient va faire de la finance, va faire du conseil, va faire un métier qui est très conceptuel, très analytique, en réalité, moi, j'aimais avoir ce mix entre le conceptuel et le sensoriel. D'accord. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, je vais tester. De toute façon, je ne suis pas en train de lever des fonds pas possibles pour créer une chaîne d'hôtels. Oui. Donc, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'était un peu YOLO, quoi, je dois dire. On y va et on verra. Oui. Et est-ce que tu t'es interrogée, parce qu'aujourd'hui, tu es seule, fondatrice, pas d'associée, tu conduis ta barque toute seule. Est-ce que le fait d'être une femme, c'est quelque chose qui t'a interrogée au début, ou tu t'es dit non, c'est pas une question pour moi, voilà, te lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça t'a interrogée?
Alors, déjà, pour répondre à ta question, je suis en train d'associer mon premier employé. Très bien. Et l'idée, c'est d'avoir des stars que j'associe. Mais c'est vrai que c'est comme le mariage, je ne fais pas ça comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que les premiers temps de Acme ont été très durs et j'ai envie de partager ce bébé, parce que c'est quand même un bébé, avec les personnes vraiment où je me suis dit ça a du sens, quoi, où on est complémentaires aussi. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième ? Le fait d'être une femme. Oui, le fait d'être une femme. Alors, le fait d'être une femme, en fait, quand j'étais en conseil, je me disais, c'est quoi ces histoires-là de féminisme ? Ça va, on est tous égaux. Franchement, en conseil en strat, on ne ressent pas la dichotomie homme-femme parce que, surtout au niveau dans lequel j'étais, qui n'était pas, j'étais pas partenaire, c'est assez 50-50. Okay. Et quand j'ai voulu monter ma boîte, là, j'ai commencé à me confronter à un univers d'entrepreneurs qui était masculin. Et en fait, il y avait très, très peu de femmes. Et ensuite, au côté fonds d'investissement, parce que quand on est entrepreneur, souvent, c'était la fame il y a quelques mois, on levait des fonds. Oui. Et donc, les fonds, c'était des fonds d'investissement. Et puis, dans les fonds d'investissement, il y a qui ? Il y a beaucoup d'hommes. Et donc, en fait, je me suis dit, oulala, je me sens pas du tout à l'aise. Malgré tout, j'avais Fanny Péchioda, qui est vraiment ma mentor spirituelle, qui a fondé My Little Paris et qui fonde plein d'autres choses et qui est assez exceptionnelle. Donc, elle, je l'ai vue et elle m'a énormément guidée. Et ça a été un vrai exemple pour moi. Donc ça, c'était très chouette. Mais c'est vrai qu'en dehors de Fanny, il n'y avait pas énormément d'exemples féminins. Donc il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je me dois aussi de pousser l'entrepreneuriat féminin. Donc les femmes qui me contactent, j'essaie vraiment de créer cette sororité. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un atout d'être une femme parce qu'il y a depuis 1-2 ans, les femmes sont mises pas mal à l'honneur. Et donc, on les écoute plus et on est curieux de ce qu'elles font. Et il y en a peu. Et donc, du coup, on a vraiment ce rôle à jouer pour montrer que c'est faisable. Ouais. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Moi, je valide. Dernière question. Tu es aussi, donc, tu parlais tout à l'heure d'avoir un bébé qui est Acme, mais tu es aussi un autre bébé depuis peu de temps. Comment, justement, entre ta boîte, ton enfant, tu arrives à t'organiser aujourd'hui pour arriver à tout faire marcher et avancer de front, comme ça? Oui, je suis maman depuis 5 mois. C'est dur à réaliser. Déjà, dire je suis maman, ça me semble pas évident. Mais oui, Gisèle a une mère, c'est moi. Non, je suis passionnée par ma fille comme tous les parents. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est vraiment une joie. C'est une expérience aussi. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi que je n'avais pas du tout découverte. Comment je m'organise ? En fait, du coup, j'avoue que j'ai fait du project management. Là, 3 mois avant la naissance, j'avais une nounou que j'avais trouvée. Enfin, voilà, j'avais tout organisé. Mon mari, depuis 2 jours, puisque je suis mariée depuis 2 jours, est aussi entrepreneur. Et donc, voilà, on avait tout organisé parce qu'on s'est dit, nos boîtes, c'est nos bébés quand même. Donc, on ne veut pas se faire happer par le nouveau bébé sans pouvoir gérer nos boîtes. Surtout que moi, c'est un moment décisif en ce moment quand même. Il se passe énormément de choses, donc je voulais pas que Gisèle m'accapare. Donc, on a fait toute cette organisation logistique. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une super nounou et j'ai mes parents qui aident, etc. Donc, j'ai mis ça en place en me disant, je vais y aller petit à petit. Donc, au départ, je veux pas que Gisèle change ma vie. Et puis, petit à petit, Gisèle change ma vie. Mais disons que c'est progressif. Donc voilà, je la vois le matin et je me réveille plus tôt, ce qui est dur pour moi parce que je me couche en moyenne à 2h du matin. Mais donc, je me réveille plus tôt pour voir Gisèle. Le soir, normalement, on était tous les soirs dehors avec mon mari parce qu'on a des événements tout le temps, etc. Le soir, on essaye d'être plus souvent à la maison, donc 2-3 soirs par semaine minimum, en plus du week-end. Et tout le week-end, on le passe avec Gisèle. Mais voilà, moi, mon motto, c'est pas de quantité. Je ne veux pas non plus de culpabilisation, je veux le faire à ma sauce. Bien sûr. Donc, il y a plein de gens qui ont envie de voir leur enfant tous les jours, tout le temps, etc. C'est très bien, ce n'est pas mon cas. J'ai envie qu'en revanche, quand je passe du temps avec Gisèle, ce soit intense. Mais bon, c'est moi aussi qui aime les moments intenses, mais donc pas non plus toute la journée. Et donc voilà, et on a de la chance parce qu'on arrive à bien gérer avec Victor, où c'est toi, t'es dehors, toi, t'es là. Voilà, mais c'est hyper fluide. Et on ne voulait pas que le bébé aussi nous empêche de faire ce qu'on avait envie de faire. On est très libre. On a besoin de notre indépendance et de faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve qu'on a de la chance d'avoir trouvé cet orga pour le moment. J'ai pas vu Gisèle énormément, mais je suis contente de l'avoir vue comme je l'ai vue. Et ensuite, j'espère que quand même, parce qu'on se marie aussi religieusement bientôt, donc j'espère que quand on aura fini cet orga, on pourra passer quand même plus de temps avec elle, c'est mon souhait.
Mais voilà, aussi parce que là, Acme roule. Voilà, donc il faut réussir à faire rouler les 2 bébés, quoi. C'est ça, il faut arriver à tout mener de front, ce qui est forcément évident, mais c'est une question d'organisation. Voilà, d'après ce que je comprends. C'est ce que je pense. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Aurore d'être venue, d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça a redonné aussi un peu d'ambition sur ce qu'est l'événement, ce qu'il peut être, comment il doit être considéré dans l'expérience de marque, dans la place qu'il a dans la communication globale d'une entreprise, d'aller vers plus de collaboratifs, plus de créatifs, mais sur le long terme, pour permettre justement aux gens qui conçoivent ces événements, que ce soit des freelances, des agences ou autres, d'avoir une vision bien plus poussée, bien plus claire de ce qu'est la marque et ce qu'on est en train de raconter avec elle à travers un événement, puisque l'événement est la représentation au final et la rencontre avec ses clients. Donc voilà, sur cette idée, j'espère que tout ça vous a bien inspiré et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous et un épisode de Live Stories.